RCF. Des souris et des hommes. Jean Pouly. Jean Pouly, bonjour. Bonjour. Avec vous, cette semaine, on parle de l'open source, du software au soft power. Que de mots effrayants avec vous, Jean. Eh bien, l'open source, oui, c'est un mot important parce que c'est un des principes fondateurs de l'informatique et donc du monde numérique tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et ce principe est assez méconnu du grand public, parfois un peu obscur, souvent réservé aux techniciens, mais aussi source de confusion entre les termes libres, ouvert et gratuit. Alors j'ai trouvé très important de faire un éclairage sur l'un des principes les plus structurants de l'informatique qui, nous le verrons, porte en lui une véritable pensée, une vision, une éthique même, qui peuvent se transposer dans bien d'autres domaines. Et un peu d'histoire pour comprendre d'où vient ce mouvement de l'open source pour commencer. Alors on pourrait dire qu'il est quasi consubstantiel à l'informatique. Il est non seulement à l'origine du développement informatique dans les années 60 aux États-Unis, mais aussi des plus grands développements de l'histoire informatique, comme par exemple le noyau open source qui s'appelle Unix, qui a été lancé en 1965 et qui a donné naissance à différentes familles de systèmes d'exploitation, comme ceux de Linux, de Sun ou encore du Mac OS X d'Apple. Alors dans une période de bouillonnement et d'aspiration libertaire, on est dans l'ambiance de 1968 aux États-Unis, l'open source est tout d'abord un monde de créativité où le libre accès aux sources, au code informatique, est la norme. Il est à cette époque inconcevable de livrer un programme sans ses sources, sans son mode d'emploi, car l'acheteur veut pouvoir l'améliorer, le stabiliser, le faire fonctionner sans bug. Alors cet accès totalement libre aux sources informatiques par l'utilisateur paraît assez logique, encore aujourd'hui. Mais cela va être vite remis en cause au milieu des années 70, avec une scission entre les logiciels libres et non libres, et les prises de position de Bill Gates, le fondateur de Microsoft, qui sera à l'origine de ce que les militants du logiciel libre appellent les logiciels privateurs, c'est-à-dire qui privent les utilisateurs de la liberté d'utilisation du logiciel. Cette scission repose notamment sur la question de la rémunération de l'innovation qui divisera profondément les partisans de ces deux écoles de pensée qui vont structurer toute l'histoire de l'informatique. Et justement, quelle est la spécificité de l'économie des logiciels ? Il existe en effet un modèle économique particulier car le coût marginal de reproduction d'une ressource numérique est nul ou quasi nul. Dans le monde matériel, inversement, si vous fabriquez 2 clous ou 2 chaises, il vous faudra 2 fois de la matière première. Pour un logiciel, une fois qu'une version stable et finalisée, que vous en produisiez 1 ou 100 millions de copies, ne vous coûtera pas beaucoup plus cher. Cette donnée est fondamentale pour comprendre la spécificité du mouvement open source et de son extension à d'autres domaines. Alors comment définir simplement les logiciels libres et les logiciels non libres ? Pour bien saisir la différence entre ces deux grandes familles de logiciels, disons qu'un logiciel libre permet d'exercer 4 libertés logicielles, qui sont l'exécution du logiciel pour tout type d'utilisation, l'étude de son code source, et donc l'accès à ce code source, la distribution de copies, ainsi que la modification et donc l'amélioration du code source. Cette définition est lourde de conséquences car elle change totalement les modèles d'innovation, de distribution, de rémunération, de service et bien sûr d'utilisation des logiciels. Alors dans les définitions, il faut juste faire un peu attention à ne pas confondre justement les logiciels libres avec les logiciels gratuits qu'on appelle free software en anglais. Alors la confusion vient parfois de la traduction du mot anglais free qui veut dire en anglais libre et gratuit. Alors la principale originalité de l'open source n'est pas la gratuité, même si de fait elle est assez répandue, mais la liberté. Alors ça c'est l'originalité de l'open source, mais quels sont ces avantages, ces différents avantages ? Alors on attribue bien souvent une certaine qualité à ces logiciels, car ils reposent souvent sur une longue construction collective. Et on le sait, dans le prix d'un logiciel, c'est le temps pour débugger le logiciel qui coûte le plus. Alors de fait, plus il y a de monde pour l'améliorer, plus le logiciel devient performant, stable, sûr. Et les milliers de contributeurs de l'open source le font souvent bénévolement, ce qui rend les logiciels moins chers, voire gratuits. Les logiciels libres confèrent aussi à tous leurs utilisateurs une indépendance technologique, ce qui nous rend libres par rapport aux différentes logiques commerciales des éditeurs. Nous pouvons aussi compter sur une grande communauté de développeurs qui améliorent les logiciels, les adaptent, les partagent. Autre avantage économique, l'économie du logiciel libre permet de développer de l'activité localement, puisque dans l'économie des logiciels libres, cela repose surtout sur les services de maintenance et la formation, et non pas des licences ou des droits d'auteur dont le fruit s'en va souvent dans un autre pays.
Et au-delà des aspects purement techniques ou économiques, les valeurs d'entraide et de solidarité sont aussi au cœur des motivations du logiciel libre. Ça, c'est pour les avantages. J'imagine qu'il y a aussi inconvénients et limites à l'open data. Oui, il y en a toujours. À l'open source. À l'open source. D'ailleurs, l'open data vient de l'open source. Vous voyez, on en parlera, des extensions. Mais on fait souvent le reproche au logiciel libre de ne pas être compatible avec les logiciels non libres. Mais en fait, la responsabilité de cette incompatibilité incombe surtout aux logiciels non libres qui souvent organisent cette incompatibilité. De fait, la cohabitation entre les deux types de logiciels est parfois problématique car on ne peut pas lire les fichiers des uns ou des autres. Certains font aussi le reproche aux logiciels libres d'être réservés aux informaticiens, aux spécialistes, d'être moins beaux, moins ergonomiques, moins documentés. Mais cela reste, selon moi, assez subjectif. Et quelles transpositions, quelles extensions de la pensée open source existent aujourd'hui au-delà du monde des logiciels? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le monde numérique, puisque nous restons justement sur ce principe d'économique du coût marginal de reproduction quasi nul, une fois la production payée et amortie, le partage est plus facile. Et donc, les extensions sont très nombreuses. On peut bien sûr citer Wikipédia, l'encyclopédie mondiale en open source, une déclinaison qui s'appelle Wikimedia, qui regroupe différents médias en libre accès, mais aussi le mouvement mondial des ressources éducatives libres, les REL, et les différentes licences qu'on appelle Creative Commons, qui appliquent les libertés du logiciel libre dont je viens de parler aux différents contenus numériques, avec cette notion très intéressante de bien commun. Alors différents penseurs et militants agissent aussi pour une extension beaucoup plus large de ces biens communs, par exemple sur des questions de propriété du vivant, avec l'Open Source Seed Initiative qui vient d'être lancée par des professeurs de l'université du Wisconsin pour lutter contre la privatisation des semences. D'autres luttent contre les logiques privatives de l'industrie pharmaceutique. Car finalement, la reproduction d'une molécule médicale ne coûte pas beaucoup plus cher que la reproduction d'un logiciel. On peut aussi voir dans l'économie collaborative et de la fonctionnalité en plein essor actuellement, une extension de la pensée de l'open source, celle qui favorise la culture du partage, de l'entraide et de l'innovation. Du paiement du service, de la fonctionnalité plutôt que celle de la rente, du monopole ou de la propriété. Alors des ponts sont désormais jetés entre la culture du libre et de l'économie sociale et solidaire avec une récente initiative, la Peer Production License, qui permet d'intégrer la notion d'open source dans ce secteur économique. Alors on voit bien qu'au-delà du monde numérique, les logiques de l'open source renouvellent lentement et pacifiquement des principes et des modèles très structurants de l'économie traditionnelle, comme le droit d'auteur, comme la propriété privée, oui, ou l'économie consumériste. Bref, une révolution douce qui peut faire du software un élément déterminant du soft power. Merci Jean Pouly, on vous retrouve la semaine prochaine.